Allez, j'ai fait sonner la cloche au salon. Normalement, tout le monde est averti que nous reprenons notre séance. Comment? Des bêtises. Allez, je pense que voilà, tout le monde arrive. Marianne, il y a encore du monde derrière toi? Plus beaucoup. Allez. Je vous propose de reprendre ce matin avec les rapports de la commission F avec la présidente Laurence Bellet. Merci Président, bonjour à tous. Alors le rapport F1 concerne l'accès aux soins, les règlements, un nouveau règlement d'aide thématique. Vous le savez, ce n'est pas une nouveauté de dire que le département s'est engagé depuis plusieurs années à lutter contre la désertification médicale. Et nous avons investi depuis 8 ans près de 2 millions d'euros pour soutenir la construction de maisons de santé pluridisciplinaires ou l'installation de professionnels dans les cabinets médicaux et paramédicaux. Vous avez dans ce rapport le plan Priorité Santé Loiret résumé autour des 4 axes que nous avons votés maintenant en décembre 2022. Il vous est proposé aujourd'hui de renforcer cette politique en cohérence avec les actions qu'on a eu l'occasion déjà de décrire souvent. Une nouvelle enveloppe, comme ça a été annoncé par le Président hier dans son propos introductif, une nouvelle enveloppe annuelle d'1 million d'euros pourrait être mise en place à partir de 2024 pour accentuer le soutien aux investissements en santé portés par les collectivités et pour leur permettre d'être donc attractifs sur les territoires dans l'accueil de professionnels de santé et accompagner leur évolution. Il y a donc 4 axes qui ont été déterminés pour soutenir avec ce 1 million d'euros les projets. C'est la rénovation, l'adaptation ou l'agrandissement de structures de soins existantes, la réhabilitation de locaux existants ou la transformation en structures de soins, les opérations d'amélioration de conditions d'exercice pour les professionnels de santé qui sont déjà installés, la rénovation et les équipements de logements à destination d'étudiants et de professionnels de santé, notamment ceux qui viennent faire des remplacements. Sur les projets relevant de ces 4 axes, une subvention d'un taux maximum de 30% dans la limite de 200 000 euros de subvention par projet pourrait donc être accordée. L'instruction devra évaluer bien sûr l'intégration du projet dans l'écosystème de soins du territoire, l'engagement d'un ou de plusieurs professionnels de santé dans le projet, c'est déjà le cas dans beaucoup d'aides, où nous avons souvent pris l'avis de partenaires tels que l'ARS ou la Caisse primaire d'assurance maladie, et bien sûr les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, aux côtés desquelles nous sommes très souvent. Le soutien financier maximal du département, ajouté aux autres financements publics, ne pourra excéder 80%, c'est souvent le cas, du montant total de l'opération. Les opérations relevant de cet appel à projet ne pourront être soutenues dans le cadre du volet 3, bien sûr. Elles pourront être en revanche réorientées vers le volet 2 dans le cas où celui-ci s'avérerait plus favorable. Et pour les projets d'une dépense prévisionnelle supérieure à 1 million d'euros, du volet 2 et cette aide pourrait être étudiée, mais on est là sur des projets vraiment un peu hors normes puisque au-delà d'1 million d'euros. Voilà, donc il vous est proposé d'approuver ce projet de règlement. Je vous précise juste une petite coquille, s'il en était, dans l'annexe qui vous est proposée dans cet appel à projet. Dans les modalités de versement, ce sont les textes génériques qui ont été mis. Donc vous voyez qu'il y a des montants entre 3 500 et 300 000 euros. Ça ne remet pas en question notre taux maximum et la limite de 200 000 euros qui seront apportés en termes d'aide. Donc voilà, c'est entre 3 500 et 200 000 euros. Et la modalité L3 ne s'appliquera pas puisqu'il n'y aura pas de montant supérieur à 300 000 euros. Voilà, Président. Voilà, merci. Donc l'idée étant d'être encore plus présent sur les territoires pour soutenir toutes les initiatives qui visent à réduire cette désertification médicale. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport F1 ? Non, je pense que là, en général, ça fait l'unanimité, ces rapports concernant cette grosse problématique départementale et pas que. Bien, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Il n'y en a pas, donc merci. Rapport adopté. Rapport suivant. Le rapport F2 sera présenté par Lynne Fleury. Il s'agit encore de la santé. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de me laisser la parole. Donc, le présent rapport a pour objet de vous présenter 3 demandes de bourse départementale
à destination d'étudiants en médecine, ainsi que le projet de convention de partenariat Cap-Loiret avec l'association Jeunes Chambres économiques d'Orléans. Pour information, la Commission a déjà donné un avis favorable le 2 octobre dernier. Le département du Loiret a voté le plan priorité santé 2023-2027 lors de la session de décembre 2022, qui vise à fournir des soins de qualité et accessibles aux habitants du Loiret. Le département, donc, suite à ce vote de plan priorité santé, il y avait 4 axes qui ont été définis. Je vais simplement vous redonner les noms. L'accès aux soins, l'attractivité des territoires, les professionnels de santé et les étudiants de santé. Donc, l'objet concerne ici 3 demandes d'étudiants. Un étudiant faculté de médecine de Zagreb pour un montant de 1 800 €. Un étudiant faculté de médecine et pharmacie Grigor T. Popa de Roumanie pour un montant de 18 000 €. Un étudiant faculté de médecine de pharmacie Victor Babes din Timisoara, Roumanie, pour un montant de 5 400 €. Vous avez le détail dans un tableau qui vous est joint. Alors, donc, les propositions de décision, donc, évidemment, sont d'attribuer ces 3 subventions que je viens de vous énumérer. Je peux vous redonner le détail si vous le souhaitez, mais vous l'avez. Non, c'est bon. Voilà. D'approuver les termes des 2 projets de convention type pour l'attribution de bourses d'études en médecine, tels qu'annexés au présent rapport. D'imputer ces dépenses, bien sûr, sur les chapitres concernés. Et enfin, d'approuver les termes du projet de convention de partenariat entre le département du Loiret et la Jeune Chambre économique d'Orléans, dans le cadre du guichet unique Cap Loiret Santé, tel que présenté dans le document joint. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci. Donc, on voit, il y a vraiment une montée en puissance de ces bourses d'études pour les étudiants en médecine. Voilà, je pense que ça prend bien et on a vu que à la dernière commission permanente, il y en avait une vingtaine. Là, il y en a encore 3. Donc, et ça va être un flot continuel, espérons-le. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport F2 ? Oui, Hugues Rimbourg. Merci, Monsieur le Président. Une question qui porte non pas sur les bourses, mais sur la convention avec la Jeune Chambre économique du Loiret. Il est prévu que le département finance des événements à destination des internes en médecine. C'est bien ça ? Autant il y a tout un ensemble de mesures dans le plan Loiret Santé qui semblent tout à fait pertinentes. Je me demande si c'est au département de financer les soirées étudiantes. Alors, il ne s'agit pas de financer des soirées étudiantes en tant que telles. Il y a un DocTour qui va effectivement être instauré par la Jeune Chambre économique en faveur des internes. D'abord, il y a une question d'âge qui les rapproche. Nous reprendrons dans Cap Loiret Santé, au même titre que nous avons un volet avec le DocPack pour les professionnels, on a des moments de convivialité qui instaurent effectivement la possibilité de créer du réseau, que ce soit pour les internes en médecine et pour leur rendre attractifs nos territoires et les pairs qu'ils peuvent rencontrer et faire réseau, comme je le disais dans un précédent propos. Et puis, de la même manière, on a le pendant pour les professionnels. Donc, il n'est pas question de louer une salle et de mettre de la musique et de faire une soirée d'étudiants, mais vraiment de s'inscrire dans des événements de convivialité, mais pas que, parce qu'il peut y avoir des stands, il peut y avoir des rencontres avec des professionnels déjà établis, avec des partenaires que sont la CPAM ou des mutuelles, etc. Donc, on n'est pas là véritablement dans de la soirée étudiante, en tous les cas, que les choses soient claires. Je pense qu'effectivement, cette notion de réseau, de relation, c'est important, de mise en réseau, qu'on se sente accueilli quelque part. Et moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir ces actions. Et là, la Jeune Chambre est un partenaire. J'ai juste oublié effectivement de conclure. Comme le dit le Président, la Jeune Chambre est déjà un partenaire sur d'autres sujets, notamment avec Florence sur la Maison de l'Enfance. Il y a eu des partenariats avec quelques clubs services et la Jeune Chambre économique, entre autres. Là, il s'agit d'un projet dont on a eu vent et qui s'apparentait à ce qu'on venait de voter, nous, dans Cap Loiret Santé. Et l'idée de la Jeune Chambre économique, c'est de monter des projets qui ont une durabilité d'1 an et de trouver de la transmission, comparativement au fait que dans Cap Loiret Santé, il y avait vraiment déjà un sujet très proche.
On les accompagnera pendant 1 an et après, c'est le département qui reprendra toute cette organisation auprès des internes. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Donc, je vous propose donc de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci pour eux. Rapport suivant. Le rapport F3 est un rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes qui avait pour objet une enquête relative à l'organisation des soins de premier recours dans le Loiret, et il nous avait été demandé un suivi des recommandations. Donc, ce rapport donc, donne les observations définitives qui ont été présentées à l'Assemblée délibérante, je vous le rappelle, le 9 décembre 2022, qui était un rapport qui mentionnait les actions qui avaient été entreprises à la suite des observations de la Chambre. Et nous devons présenter ce suivi avant le 9 décembre 2023. Donc, pour rappel, les 2 recommandations qui avaient été faites par la Chambre régionale des comptes, c'était la première, simplifier la gestion des aides à l'installation pour se recentrer sur l'accompagnement des professionnels de santé. Et la deuxième recommandation était de nous demander de s'appuyer sur les retours d'expérience d'utilisateurs pour éventuellement trouver des axes d'amélioration sur nos dispositifs d'aide. Donc, concernant la recommandation numéro 1, qui était relative à la simplification de gestion des aides et sur le recentrage de l'accompagnement des professionnels de santé, on a, nous, adopté des mesures significatives qui ont été prises dans le plan priorité santé, vous le savez, pour répondre aux besoins de professionnels et surtout faciliter leur démarche. Vous avez donc là en présentation dans les annexes, le règlement d'aide à l'installation qui a été entièrement revu, le simplifiant et l'adaptant aux besoins des professionnels, c'est donc en annexe. En juin 2023, nous avons créé Cap Loiret Santé, qui regroupe une équipe de 5 personnes maintenant et qui est exclusivement chargée de l'accompagnement des étudiants et des professionnels dans tout leur parcours de formation et surtout de leur installation. Nous assurons un suivi optimal avec cette équipe et nous facilitons la communication. Nous avons un outil de suivi des demandes qui a été construit et qui est donc totalement opérationnel. Et puis nous avons une adresse mail unique et surtout un numéro de téléphone unique qui a été mis en place. Et ainsi, les canaux sont complétés par des permanences par l'équipe dédiée donc de ces 5 personnes qui opèrent un accueil téléphonique qui garantit une réponse rapide et adaptée aux demandes surtout. S'agissant de la recommandation 2, elle portait donc sur l'amélioration des dispositifs d'aide en s'appuyant sur les retours d'expérience. Donc avec Cap Loiret Santé, le département a décidé de prioriser d'abord le contact, je le disais tout à l'heure, mais ça va effectivement, le fait de faire réseau et de mettre en contact tout ce qui existe sur nos territoires est important, et d'individualiser l'accueil et l'accompagnement. Ça permet d'établir une première relation de confiance avec les étudiants et surtout les professionnels, de comprendre leurs besoins et d'y répondre de manière personnalisées si nous pouvons, ou en tous les cas de les orienter de manière efficace. Voilà, les évaluations, elles sont menées régulièrement. Je vous dis à ce propos et vous confirme que suite à votre demande précédente, nous aurons au mois de janvier ou à la session de décembre ou janvier, en fonction de notre ordre du jour, un dossier complet qui vous sera présenté avec des conclusions et un état d'avancement et de suivi tant sur les bourses que sur les installations et toutes les mesures que nous avons prises. Donc, il vous est proposé de prendre acte de ces mesures-là par le Conseil départemental suite aux recommandations faites par la CRC et d'avoir donc pris acte des annexes avec. Bien, merci. Donc, je dirais que, comme toujours, le travail de la Chambre régionale des comptes a été fait avec beaucoup de sérieux. Il y a eu des enquêtes, des auditions, j'ai été moi-même auditionné, et puis il y a ces recommandations qui sont, évidemment, on les prend comme tout à fait pertinentes et à laquelle on répond favorablement. Je pense que, finalement, c'est un rapport qui est éclairant pour notre politique départementale, et moi, j'en suis satisfait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport F3 ? Pas de questions. Je propose de ne pas voter, parce que c'est un rapport pour information. Donc, vous en avez pris connaissance. Merci à vous. Je propose de passer au rapport suivant. Le rapport F4, nous passons sur les actions culturelles de proximité, et c'est Jacques Mézas qui va nous la proposer. Merci, bonjour à tous. Donc, ce présent rapport a pour objet de présenter une proposition de révision du règlement du dispositif de la saison culturelle en Seine, et ce, au vu de la première année d'expérience de la saison culturelle.
Alors, sur la proposition de modification du règlement d'aide sur la nature de l'aide, le spectacle doit être donné par une association culturelle ou un artiste ou une association organisatrice de spectacles clés en main. Ces acteurs doivent être référencés dans le catalogue et installés dans le département du Loiret ou les départements de la région Centre-Val de Loire et les départements limitrophes. Sur la communication, le département soutient financièrement les communes afin de participer au développement de la culture sur le territoire et ainsi de permettre à tous un accès à des événements de qualité. Et la direction de la communication mettra à disposition un kit permettant d'intégrer un visuel contenant une flamme pour une pose en extérieur. Et l'événement sera référencé dans un nouvel agenda culturel en ligne intitulé enseigneloiret.fr. Le dépôt des demandes de subvention se fera uniquement en ligne via le formulaire d'inscription accessible sur loiret.fr. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver et d'adopter la proposition du nouveau règlement d'aide au titre du dispositif de la saison culturelle en Seine. Voilà, Président. Simplement, je reprends la parole pour effectivement vous donner ce qui a changé comparativement au règlement préalablement établi. C'est donc d'intégrer les associations organisatrices de spectacles clés en main, parce que ça nous avait été demandé par les toutes petites communes qui ont cette habitude que d'avoir un programmateur, si je peux le dire comme ça, pour que ça facilite le travail de recherche notamment et surtout logistique. Donc on a réintégré dans notre catalogue en scène ces associations. Et puis, nous avons écouté, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur la partie médicale. On écoute le terrain, on écoute ce qui remonte des organisations possibles. Et on avait entendu qu'effectivement, là aussi, les petites communes un peu plus rurales, la difficulté était d'anticiper et de se projeter dans le futur et d'avoir une seule date sur laquelle il était possible d'envoyer sa demande de subvention. Donc la grosse modification, c'est dans les dépôts de demande de subvention, c'est 2 temps qui sont maintenant possibles pour les spectacles ayant lieu du 1er septembre de l'année N jusqu'au 28 ou 29 février de l'année N+1, une date de limite de dépôt 31 mai de l'année N évidemment, et pour les spectacles qui ont lieu après le 1er mars, il y a donc un 2e dépôt qui est possible, comme ça vous est stipulé dans ce rapport. Et c'était important de pouvoir entendre et accéder à cette demande. Bien, merci. On a toujours le seuil de population dans le règlement. Bon, je pense qu'il faudra qu'on le... On l'a déjà dit. Oui, l'année prochaine, il faudra le faire sauter complètement. Oui. Oui, voilà. J'anticipe la question de Vanessa. Oui, Vanessa Slimani. Oui, merci Président. Effectivement, l'an dernier, j'avais évoqué cette question-là du plafond. Alors, je sais que parfois, sur certaines politiques, il faut bien des seuils, des planchers, des plafonds. Mais ceci étant, j'avais indiqué que même pour les communes au-delà de 15 000 habitants, chaque euro compte. Et c'est important, au regard du département, qu'il puisse y avoir une politique qui soit à destination de l'ensemble des communes du territoire départemental. Donc, oui. Merci de vos éléments, Président. Oui, mais en plus, voilà, ça ne représente pas une très, très grosse dépense supplémentaire pour le département. Et je pense que, comme ça a été dit, ça permet d'être présent, y compris dans les villes, et la ville la plus importante aussi, la métropole, enfin la ville d'Orléans, pardon, et les communes de la métropole qui sont toutes au-dessus de 15 000 habitants pratiquement. Laurence ? Non, oui, effectivement, je voulais simplement abonder et dire que nous allons regarder cela en faisant la préparation au budget pour effectivement avoir une tendance. Aujourd'hui, comparativement à ce qu'était le FAC, qui était un petit peu en perte de vitesse, à ce jour, nous avons 87 dossiers entrants et validés. Vous allez le voir, parce que dans un prochain rapport, il y a donc les demandes de subvention de cette politique. Et bien sûr, on préparera le budget en fonction de cette nouvelle donne. Bien, merci. Y a-t-il d'autres remarques ? Oui, Vanessa Slimani et Marie-Agnès Courroy. Oui, merci. Vous évoquez le FAC. J'avais, il y a quelques mois, évoqué la situation d'une demande, notamment par la commune de Boux, qui avait été effectuée par la commune de Boux sur une demande de subvention pour un événement qui avait déjà eu lieu, mais sur lesquels, effectivement, ils avaient projeté, en tout cas, la subvention du département. Vous m'aviez indiqué regarder, et aujourd'hui, je n'ai pas d'élément de réponse. On peut en reparler après plus précisément, mais j'aimerais en tout cas pouvoir apporter des réponses au partenaire qui a mis en place la manifestation à Boux et donc à la commune.
Elle est peut-être, je vérifierai, mais dans l'ordre du jour de la commission du 30 octobre, parce qu'on a aussi une autre demande de la commune de Darvois, et deux demandes doivent être ressorties et réétudiées. Donc peut-être ça en fait partie. Merci. Ok, merci. Marie-Agnès Courroy. Merci. Je voulais juste revenir un petit peu sur la genèse de ce changement. Bon, l'ancien système était bien, les gens se l'étaient approprié. Après la réunion qu'il y avait eu à Chamerolles, il y a eu vraiment une écoute, et puis tout ce qui est catalogue, tout ça, ça fonctionne bien, c'est évident. Il y a cependant quelques difficultés, c'est-à-dire que sur des petites communes, c'est pas franchement la commune, enfin parfois, pas franchement la commune qui gère l'événement, c'est une association culturelle liée directement à la commune. C'est le cas de Chanteau, c'est le cas dans d'autres communes de mon canton, où là, la commune en elle-même se contente de faire un peu boîte à lettres. Hein. Et il y a chez les bénévoles un travail extraordinaire dans ces associations-là, et se sont sentis un petit peu dépossédés. Il y a eu le problème de l'affiche, c'est-à-dire qu'avec ce fameux cadre, du point de vue esthétique, c'est un peu compliqué, et l'affiche est plus petite. Ça leur a posé un problème. Bon, la com a été à l'écoute, on a discuté. Tant pis, on l'a fait comme ça. Mais esthétiquement, c'est moins bien. Là, je peux vous montrer les deux types d'affiches. Esthétiquement, ça passe beaucoup moins bien. Et puis, il y a la flamme. La fameuse flamme, elle est arrivée à la mairie. La secrétaire de mairie a appelé le président de l'association. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle savait absolument pas ce que c'était. Il n'y a pas eu. Ils étaient soi-disant pas prévenus, et c'est arrivé chez moi. Enfin, bon, c'est pas grave. Hein. À Chanteau, il y a toujours eu. On a toujours fait attention. Pensez bien à remercier oralement, à mettre la banderole, à mettre en avant le département. Là, ça a été vécu comme quelque chose de plus, comment dire, plus autoritaire, où le département a toute sa place. L'association, la commune, moins. Je l'ai eu sur une autre. J'ai eu la même réflexion sur une autre commune. Voilà. Simplement, je pense, est-ce qu'il y aura, même avec le catalogue, une autre réunion générale avec les communes, avec les associations, pour que les gens puissent. Vous avez su progresser, modifier certaines choses. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, parce que moi, je passe mon temps à défendre, parce que je pense que je suis loyale, et à défendre le rôle du département et le projet. Mais là, ça a été compliqué. La flamme, ça arrive, c'est lourd en plus. Hein. Moi, je l'ai récupéré. C'est lourd, ce truc. Ça arrive à la mairie, elle voyait pas ce que ça faisait là, quoi. Et il faut qu'on fasse attention à ça. Alors, c'est peut-être Chanteau un peu plus, mais Marigny, j'ai eu 2-3 aussi retours comme ça, pour faire attention que la commune soit bien aussi. Elle fait les repas, elle gère les acteurs, elle gère un tas de trucs, et puis surtout, artistiquement, elle choisit. Bon, ouais. Non, j'ai bien compris le message. C'est la saison culturelle départementale. C'est-à-dire qu'à une époque, on était totalement discret, voire même passé sous silence complètement. Oui. Donc, je ne souhaite pas que ça se poursuive ainsi. Donc, le département est présent depuis maintenant bien longtemps dans ces spectacles, en tout cas dans le financement de ces spectacles. Donc, il y a une communication départementale, mais comme le font toutes collectivités. Allez voir la région, on fait pareil aussi. Quand la région apporte un financement quelque part, il y a un panneau qui suit, oui. Où il y a aussi des banderoles qui suivent. Donc, je vois rien d'anormal. Excusez-moi si je peux me permettre. Je n'ai rien contre cela. Simplement, il faut que ce soit expliqué, il faut que ce soit accompagné. Parce qu'il y a aussi un travail extraordinaire des associations, je peux vous le dire, pour monter des spectacles. Donc voilà, c'est de trouver un équilibre et puis de parler. Marie-Agnès, merci, on entend, mais en effet, toutes les communes ont été informées. Ils ont au moment de l'envoi de l'accord, après l'instruction, il y a toutes les règles qui sont données, notamment sur ces axes de communication, et comme le dit le président, qui était trop absent auparavant. Oui, il y aura une journée, parce que d'abord, elle a été réclamée, plébiscitée lorsque nous avons fait cette édition à Chamerolles, et donc nous recommençons cette rencontre entre les communes, leur DGS ou adjoints à la culture, à Chamerolles cette année, et toutes les compagnies qui sont présentes et dans le catalogue et qui souhaiteront être là, pour qu'il y ait effectivement d'abord une annonce de comment se déroule le principe, et puis ensuite une connaissance des communes et des compagnies.
Voilà, très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de voter sur ce rapport F4. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport F5. Que va nous rapporter Christophe Bouquet pour les subventions, justement? Alors, mes chers collègues, donc on reste effectivement toujours dans la saison culturelle 2023-2024 en Seine. Donc, je ne vais pas rappeler que ce dispositif, il est pour les communes de moins de 15 000 habitants, mais vous l'avez rappelé qu'il va forcément évoluer. Et donc, pour l'accueil de spectacles dits des arts vivants, arts du cirque, contes, danse, musique et théâtre. Donc, pour mémoire, par décision de l'Assemblée départementale du 17 juin 2022, le dispositif FAC était supprimé au 31 août 2023 et est remplacé par la saison culturelle annuelle 2023-2024 en Seine. Par ce nouveau dispositif prévu dans son projet de mandat 2021-2028, le département du Loiret souhaite renforcer l'attractivité du territoire et garantir une offre culturelle de qualité à destination des Loiretains. Donc, cette aide, elle prend la forme d'une participation à l'achat des prestations pour tout spectacle organisé par une commune ou un groupement de communes et donné par une association culturelle ou un artiste installé dans le département du Loiret ou dans les départements de la région Centre-Val de Loire et limitrophes, comme le Cher, l'Eure-et-Loire, l'Indre-et-Loire, etc. Et sur une commune autre que celle qui accueille le spectacle. Les dossiers ont été examinés selon le règlement qui vous a été présenté tout à l'heure et adopté par la session du 16 au 17 juin 2022. Cette subvention est basée sur le montant du cachet artistique. Donc, je vous rappelle le détail, 60% de la dépense éligible à la subvention pour les communes de moins de 5 000 habitants, 40% de la dépense éligible à la subvention pour les communes de 5 000 à 15 000 habitants et 50% de la dépense éligible à la subvention pour les groupements de communes formelles. La subvention sera majorée de 25% si la sélection du spectacle est avec une action de médiation. Voilà, donc il y a eu 17 demandes qui ont été instruites au titre du règlement intérieur en vigueur et qui sont que vous retrouvez donc en annexe du présent rapport. Donc je ne vais pas reprendre l'ensemble des actions pour un montant total de 19 102 €. Voilà, mes chers collègues, je vous demande d'approuver ce rapport. Bien, merci. Donc, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport suivant. Le rapport suivant, le F6, on passe au numérique pour tous les Loiretains et c'est Alain Grandpierre qui va nous le présenter. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, la politique numérique pour tous a été adoptée en octobre 2020. Elle prévoit 3 axes. Le premier, il s'agit de la formation des collectivités locales, des associations et des Loiretains. Le deuxième axe, le financement des projets visant à rendre les Loiretains autonomes dans leurs usages du numérique. Et le troisième axe, la dotation de matériel. Donc ce présent rapport concerne les axes 2 et 3. Un appel à projet en direction des publics seniors et en établissement a été lancé. 2 dossiers ont reçu un avis favorable. Il s'agit de l'EHPAD Raymond Poulain à Saint-Jean-de-Larvel, qui se voit doté de 9 tablettes, et l'EHPAD du Parc à Puiseaux pour 2 tablettes. Un deuxième appel à projet pour le soutien au territoire, le reconditionnement du matériel informatique, a été lancé aussi. Un seul dossier a été réceptionné. Il s'agit du CRIA 45 qui pourrait bénéficier d'une subvention de 2 740 € en investissement et de 5 999 € pendant 3 ans en fonctionnement. Il vous est proposé d'attribuer ces subventions et outils à ces structures. Donc en annexe, vous avez les synthèses des candidatures et le projet de convention cadre qui sera mis en place. Voilà, Monsieur le Président. Très bien, merci. Merci pour ce rapport. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette action? Non, pas de questions. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport F7. Jacques Mézas va reprendre la parole pour l'animation touristique Route de la Rose. Merci. Alors, il s'agit de vous proposer la reconduction de l'appel à projet pour la valorisation et l'animation touristique de la Route de la Rose pour la saison estivale 2024. Donc, la Route de la Rose, vous le savez, lancée en 2019 par Tourisme Loiret, remporte un vif succès, et notamment auprès de la presse régionale et nationale. Et pour maintenir cet engouement constaté lors de ce lancement, il est décidé de lancer un appel à projet auprès des sites de la Route de la Rose et d'organiser l'événement La Route de la Rose
rose en fait, pendant la période de floraison de la rose, soit durant les week-ends compris l'année prochaine, entre le 17 mai et le 16 juin 2024. Ces animations célébrant la floraison de la route de la rose viendront renforcer l'attractivité du Loiret et se retiendront obligatoirement pendant la période de floraison de la rose, donc aux dates que je viens de vous indiquer. Il est proposé d'allouer un budget de 50 000 € pour réaliser cette opération touristique événementielle. Ce mois festif sera piloté, bien sûr, par le département du Loiret, de concert avec Tourisme Loiret, en vue d'accompagner les sites partenaires de la route de la Rose et de mettre en place une communication spécifique pour attirer les visiteurs et les touristes. Donc, il vous est demandé, chers collègues, d'approuver la reconduction de cet appel à projet. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Donc, cette route de la Rose qui fonctionne bien. Pas de questions. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Et rapport F8. Le dernier rapport concerne à nouveau notre action culturelle de proximité et sera présenté par Alain Grandpierre. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport a pour objet d'examiner les demandes de subventions déposées dans le cadre des aides culturelles attribuées pour valoriser le patrimoine et les pratiques culturelles au titre du fonds de soutien qui a été créé en 2015. L'ensemble des dossiers figure en annexe et je vous laisse tout le loisir de les consulter. Et je vais directement à l'essentiel, à savoir que on vous propose d'attribuer des subventions pour un montant total de 27 025 € aux bénéficiaires qui sont dans ces annexes. Répartir et imputer les subventions en fonction de leur nature. Ainsi, au titre de l'action subvention, accompagnement, structure culturelle, aide aux associations, 4 300 €. Au titre du soutien aux pratiques artistiques, aide aux écoles de musique ou de danse ou de théâtre, aide aux communes, 19 101 €. Et une deuxième subvention dans le même cadre pour 3 624 €. Donc ces subventions feront l'objet d'un versement unique, conformément à l'annexe 1 du règlement budgétaire et financier. Il vous est donc proposé, Monsieur le Président, d'autoriser à signer tous les documents relatifs aux subventions allouées. Très bien, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Ça, c'est un rapport qui passe habituellement en commission permanente. Mais là, compte tenu des délais, on préfère le faire passer maintenant. Pas de questions. Et je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Merci, merci Madame la Présidente Laurence Bellet. Nous allons passer maintenant au rapport suivant. Je dirais c'est un peu le plat de résistance de cette session d'octobre, puisque ce sera la décision modificative budgétaire qui va être présentée par notre rapporteur général du budget, Christophe Bouquet. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas qui c'est. Pierre qui pilote. Voilà. Voilà. Donc, mes chers collègues, je vous propose donc d'examiner le rapport de cette deuxième décision modificative de l'exercice budgétaire 2023. Donc, c'est une DM qui est essentiellement technique, qui permet de procéder à quelques correctifs donc, qui sont dus essentiellement aux notifications des services de l'État, à l'intégration de facteurs exogènes tels que le relèvement du point d'indice des agents que nous avons subi au 1er juillet 2023, au décalage de la planification de certaines opérations d'investissement sur lesquelles je vais revenir, et puis enfin, le point qu'on a vu aussi hier en session, c'est le soutien du département en faveur de la politique du logement avec la souscription de titres participatifs auprès de l'EGEM Loiret. Donc, je vous propose de rentrer tout de suite dans l'examen détaillé de cette DM avec cette première slide voilà, qui vous présente les grandes masses de cette DM, les propositions nouvelles en crédit, en fonctionnement, tout d'abord en dépenses sont de l'ordre de 12,6 millions d'euros, en recettes 17,5 millions d'euros, en investissement un correctif de moins 3 millions 8 en dépenses et de moins 8,7 millions en recettes, donc ce qui fait un global, un ajustement qui vous est proposé au budget principal de 8 796 000. Au niveau des ratios cibles sur lesquels effectivement nous revenons à chaque
à chaque présentation budgétaire, eh bien là, elle s'améliore par rapport à l'ADM numéro 1, mais elle reste quand même, et ça c'est une tendance qu'il faut quand même noter, elle reste sur une tendance de dégradation, puisque si on compare, et on vous a rappelé l'ADM numéro 2 à la même époque en 2022, elle était de 9%, et donc là nous sommes à 5,5%. Et puis sur la capacité de désendettement, eh bien c'est la même chose. À la même période l'année dernière, nous étions à 9,2 années, et là nous passons à 13 années. Donc effectivement, ça annonce un budget primitif 2024 qui va notamment être extrêmement contraint. Et puis, dernière chose essentielle, effectivement, sur l'enseignement de cette DM, c'est un ajustement d'équilibre que nous vous proposons pour réajuster à moins 7,4 millions d'euros. Alors, on va regarder tout de suite les dépenses de fonctionnement, où on inscrit 12,6 millions d'euros supplémentaires. Les principales mesures concernent la masse salariale, donc pour 4,7 millions d'euros. Donc, dans ces 4,7 millions d'euros, vous avez 3 millions qui proviennent encore de mesures exogènes que j'ai rappelées, comme notamment le point d'indice, le Ségur. Et puis, vous avez des répercussions qui sont dues aux créations de postes décidées par le département. Et donc, il y a 28 postes encore qui restent à pourvoir dans cette masse salariale qui sont inscrits. Vous avez une subvention d'équilibre sur la maison départementale de l'enfance. Là aussi, c'est surtout par rapport aux mesures qui concernent la masse salariale pour 3,2 millions d'euros. Ensuite, différents correctifs qui concernent les allocations individuelles de solidarité, comme la PCH, le RSA, et puis l'APA. Alors l'APA, effectivement, qu'on retrouve à la fin du tableau. Et là, c'est un correctif en diminution, donc 1,5 million d'euros qui sont en moins versés au service d'aide à domicile. Les dotations provisions, 1,4 million d'euros de correctifs, donc pour comptabiliser une seule et même provision prenant en compte le risque de dépréciation des créances. Au niveau des achats, bon là, bien évidemment, ça prend aussi toujours l'inflation, en compte l'inflation. Il y a eu des correctifs qui ont été appliqués sur les fluides pour moins 400 000 euros, mais il y a eu aussi 1,1 million d'euros qui ont été rajoutés sur les prestations de services, donc ce qui fait 700 000 euros au total. Les admissions non valeur et créances éteintes, donc on rajoute 700 000 euros. La péréquation de la DMTO qu'on retrouve aussi sur les recettes, donc ça c'est le chapitre 14 qui est lié au prélèvement au titre du Fonds national de péréquation. Donc là aussi toujours dû aux notifications de l'État avec un supplément de 400 000 euros. Un correctif de 300 000 pour les frais d'hébergement, donc qui concerne les MEX et puis la maison, les mineurs non accompagnés pour 800 000 euros. Et puis enfin, plus anecdotique aussi, des correctifs sur les frais financiers sur emprunt et les ajustements d'ICNE pour 200 000 euros. Voilà. Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement. Sur les recettes de fonctionnement, donc plus 17,5 millions d'euros de crédit. Donc en recettes, vous avez effectivement un principal poste qui est la fraction de TVA, qui effectivement là est essentiellement due à l'inflation, et c'est on va dire un effet très conjoncturel pour nous. Donc on retrouve là-dedans, dans les 10 millions d'euros, on retrouve 2 millions qui concernent la compensation de la suppression de la taxe professionnelle sur les propriétés bâties, 4,6 millions d'euros en CVAE, et puis 3,5 sur la fraction complémentaire de TVA qui correspond au fonds de sauvegarde qui est effectivement attribué par l'État. La péréquation qu'on retrouve, comme tout à l'heure, avec 1,5 million d'euros. Les dotations et participations, là, des crédits qui concernent la participation de l'État sur la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi, donc, ainsi que pour 500 000 euros pour ce qui concerne donc les jeunes mineurs qui sortent du dispositif de l'ASE. Et donc tout ça fait effectivement un correctif de 1,5 million d'euros.
Sur la taxe sur la consommation aussi d'électricité, taxe sur la consommation finale d'électricité, là aussi dû à une notification, on rajoute 1,4 million d'euros de crédit. Des apurements de dépenses sur le rattachement, donc qui sont des produits exceptionnels pour 1,2 million d'euros. Et puis des reprises sur provision, dont, comme on vous le précise, moins 400 000 pour les travaux du canal, donc qui concerne l'actualisation du montant des travaux qui étaient affectés en 2022, et puis l'autre partie qui concerne les provisions pour dépréciation de créances du RSA. Voilà, 500 000 euros sur les frais de gestion aussi de la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc toujours par rapport aux notifications, et puis 300 000 pour les produits des services, donc notamment concernant la redevance d'occupation du domaine public. Sur la section d'investissement, les dépenses, tout d'abord avec moins 1,3 million d'euros. Donc là, la principale mesure, elle concerne donc les titres de participation à l'OGM Loiret, donc comme on a vu hier en session. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit à ce sujet. 800 000 euros concernant le remboursement de la dette. Donc ça, c'est effectivement afin d'éviter une hausse des taux d'intérêt. Et puis, de façon, on va dire, un petit peu plus anecdotique, 200 000 euros qu'on rajoute sur des équipements informatiques. Ensuite, vous avez toute une série de mesures correctives qui sont prises et qui sont liées à des décalages d'opérations, qui ne sont pas effectivement dus à des crédits qu'on aurait enlevés dans ces opérations, mais un décalage dans le temps. Donc ça concerne d'abord les opérations sur les collèges, sur l'aide à l'habitat. Vous avez aussi des opérations concernant l'environnement et notamment la Véroroute avec 800 000 euros. Donc c'est la tranche qui concerne notamment Sully et l'étang du Puy. Moins 1,7 million d'euros aussi sur le programme des EHPAD dans le programme Loiret Bien Vieillir. 700 000 euros pour le décalage aussi sur la cité loiretaine. Et des décalages aussi sur les opérations des travaux de THD avec 2,1 millions d'euros. Et enfin, des corrections plus sur les aides aux mobilisations du territoire, donc qui concernent le volet 4, pour 3 millions d'euros. Pour ce qui concerne les recettes, là, rapidement, on a des correctifs, là aussi, qui sont liés à des notifications concernant la dotation de soutien à l'investissement des départements sur la cité loiretaine, avec 1,5 million d'euros. Et puis, le réaménagement aussi du pôle 12-16 ans de la maison de l'enfance pour 300 000. Voilà, des crédits qui sont effectivement aussi enlevé sur les crédits délégués par l'État pour le parc social pour 600 000 euros. Le FEDER, donc au niveau de la THD, mais qui sont dus aussi là, au retard dans les travaux, pour moins 2,9 millions d'euros. Et puis, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'emprunt d'équilibre qu'on corrige pour 7,4 millions d'euros. Comme à l'accoutumée aussi, quelques correctifs sur les autorisations de programme avec des crédits supplémentaires pour 31,4 millions d'euros. Bon, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez quand même un poste important qui concerne l'enseignement secondaire. C'est toute la partie qui concerne la restructuration des collèges et la demi-pension. Là-dedans, par exemple, vous avez 10 millions qui étaient affectés pour la restructuration du collège du Clos Ferbois à Jargeau. Et puis, vous avez 8 millions sur le collège de la Montjoie à Saran. Voilà, à titre d'exemple. Voilà. En conclusion, il n'y a pas de grand bouleversement dans l'équilibre des comptes dans cette DM, qui permet de pratiquer des ajustements pour les principaux facteurs qui vous sont rappelés à l'écran. Vous noterez cependant que l'ensemble confirme une tendance à la dégradation de notre capacité d'autofinancement et de notre difficulté à pouvoir se projeter et maintenir une trajectoire pluriannuelle. En l'absence désormais de levier fiscal, l'évolution de nos ressources et même de nos dépenses est devenue complètement dépendante de la conjoncture, avec la TVA notamment et puis les droits de mutation.
Cette chute, notamment des droits de mutation qui est annoncée, qui est aussi une réalité dans un contexte de crise immobilière. Donc, je rappelle, à moins 18% des droits de mutation en moyenne, selon les dernières données de l'Association des départements de France. Ça préfigure une dérive qui est inquiétante et qui est déjà fatale pour une dizaine de départements en France. Pour mémoire, environ 20% des ressources départementales sont issues des frais de notaire aujourd'hui. Et puis, sans compter, là aussi, l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des collectivités dans la main d'un État qui est condamné à réduire sa dette pour apporter des garanties aux instances européennes, mais aussi pour garantir tout simplement sa souveraineté budgétaire. Dans ce contexte, nul doute que la préparation du budget primitif 2024 se présente déjà comme un exercice d'équilibriste. Voilà, mes chers collègues. Je vous remercie pour votre écoute. Bien, merci Monsieur le rapporteur général du budget. Effectivement, merci d'avoir attiré l'attention sur ce phénomène de baisse de DMTO, puisque, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, nous sommes largement en dessous de ce qu'annonce le gouvernement dans son projet de loi de finances, puisque nous, la baisse, elle est de plus de 25%. Donc on le voit bien, et quand on regarde les chiffres pour l'année prochaine, on peut s'attendre à une nouvelle baisse pour redescendre à un niveau qu'on avait connu, je dirais, peut-être en 2017. Donc ce qui signifie qu'il faudra être très prudent. Et puis il y a aussi cette fraction de TVA qui est plutôt une bonne surprise cette année, puisqu'on est largement au-dessus de ce nous avions prévu. Par contre, c'est un peu en trompe-l'œil, parce qu'effectivement, il y a l'effet inflation, mais il va peut-être y avoir l'effet réduction de la consommation derrière qui risque de faire baisser cette fraction de TVA. Et puis, comme tu l'as dit, donc plus de levier fiscal, donc les collectivités se retrouvent déconnectées maintenant de la relation directe avec les habitants. Ça, c'est quelque chose que nous déplorons, puisque les collectivités n'ont jamais abusé de ce levier fiscal. Ils l'ont toujours actionné lorsqu'il était nécessaire uniquement. Donc voilà, ce qui nous limite vraiment dans nos marges de manœuvre. C'est vrai qu'on peut se demander parfois, nous avons le débat souvent à Département de France, est-ce qu'on ne va pas devenir petit à petit un opérateur de l'État, puisque finalement nous avons les dotations de l'État et nous n'avons plus cette possibilité d'avoir des recettes supplémentaires, puisqu'on prend ce qu'on nous donne en gros. Voilà, et alors les investissements, il y a quelques décalages dans les investissements, alors ça on peut le déplorer. Bon là, financièrement c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça permet quelque part d'étaler les financements. Par contre, moi ce que nous déplorons aussi, c'est l'alourdissement des procédures qui fait que lorsqu'on imagine un projet, on ne le réalise que 2 ou 3 ans plus tard. Et le plus bel exemple, pour moi, l'exemple le plus criant, c'est cette véloroute entre Sully-sur-Loire et Bourges, où là, quand on nous annonce que nous ne pourrons pas commencer les travaux avant fin 2025, mais c'est un scandale, puisque l'infrastructure ferroviaire existait, il y avait des rails, il y avait déjà une voie qui existait, il ne s'agit pas de créer une nouvelle voie, c'est-à-dire qu'on a enlevé les rails. D'ailleurs, SNCF a fait une belle opération, comme on l'a signalé, puisque je crois que c'était Hervé dans ton rapport, il gagne pas mal d'argent, et nous derrière, on vient juste mettre en place une véloroute, on ne vient pas construire une autoroute, on met une véloroute. On y installe, et là, il faut passer par des études encore, études pourquoi pas 4 saisons. Enfin bref, moi je trouve qu'on est vraiment, parfois on marche un peu sur la tête dans toute cette surréglementation, et évidemment, je l'ai dit et je le répète, on compte sur nos parlementaires. Oui, ils hochent la tête pour vraiment aller vraiment dans la simplification administrative. Il y a un vrai enjeu. Quand aussi il fallait qu'on le mesure, nous, à l'échelle départementale, j'aimerais bien qu'on le fasse un jour, qu'on regarde quel est l'impact de toutes ces démarches administratives qui sont lourdes, qui sont extrêmement pesantes. Financièrement, je pense que pour une collectivité comme la nôtre, ça représente certainement des centaines de milliers d'euros par an. Et on imagine au niveau national ce que ça représente. Je ne dis pas qu'il faut aucune démarche administrative, je dis simplement qu'on devrait raccourcir les délais et peut-être simplifier surtout. Voilà, bon, je ne vais pas être plus long sur ce sujet-là parce que je me suis un peu éloigné de l'ADM. Je vais laisser la parole, évidemment, le débat s'installer. Donc, il y a Hélène Lorme et Christine Tellier. Merci, Monsieur le Président. Juste une demande de précision sur les enveloppes allouées au dispositif d'expérimentation RSA avec une baisse en dépenses
Et en recettes, donc je pense que c'est lié à des décalages ou à de l'argent de l'État qu'on n'a pas reçu. C'était pour avoir une explication. Par ailleurs, on s'abstiendra sur cette DM en cohérence avec le vote du budget du début d'année. C'est un décalage, c'est effectivement un décalage. Merci. Christine Tellier. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Hélène Lorme. En fait, à la lecture de la DM2, je me suis dit plusieurs fois, ce serait bien qu'on ait en commission la présentation des éléments de la DM2, pour qu'on ait une lecture rapide et qu'on ne se repose pas des questions sur des délais, tout ça, ou que les documents, les politiques qui nous concernent, on comprenne par avance qu'est-ce qui sera présenté en DM2 et quelles sont les modifications. Bon, par exemple, l'argent en moins sur les SAD ont une explication. Il y a des choses reportées, il y en a d'autres. Vous voyez, ce serait pas mal qu'on ait une information. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai une question à vous poser, mais qui est du même ordre. Hein, c'est une explication dont j'ai besoin et vous allez sans doute pouvoir m'éclairer. Sauf erreur de ma part, dans le chapitre 017 lié au RSA et politique d'insertion, on a un financement complémentaire du FSE de 331 715. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai lu. Et puis, dans le chapitre des dépenses, en page 5, qui détaille les charges, il est indiqué subvention avec FSE moins 260 000 en lien avec le montant de l'enveloppe définitive du FSE et des attributions réelles aux structures. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où provient l'atténuation de charge au regard de la modification des recettes? Est-ce que ce serait le report de 2022 du FSE ou bien est-ce que ces 260 € de moins sont liés aux attributions réelles des structures? Évidemment, ça m'emmène à une question un peu plus globale, c'est comment le département entend-il soutenir les associations d'insertion par l'économique qui sont en grande difficulté, alors même que nous avons besoin de porteurs de projets en la matière? Comment ça se traduira dans le budget? Et les acteurs peuvent-ils faire confiance au département? Je laisserai Pauline répondre en partie sur le sujet, mais au niveau des associations, des ateliers chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion, les relations sont plutôt bonnes. Il y a eu effectivement la gestion du FSE a nécessité de faire des arbitrages parce qu'il y a une enveloppe à répartir. Il y a eu pléthore, comme on l'a dit aux précédentes séances, il y a eu pléthore de projets qui ont été déposés sur lesquels on n'a pas pu répondre favorablement, évidemment. Donc dans ce cas-là, ça crée une difficulté pour certaines associations. Ensuite, il y en a certaines qui sont en grande difficulté aussi, effectivement, parce que là, il y a toujours l'aspect économique qui doit aussi les guider, parce que il ne faut pas vivre sous perfusion de fonds publics. Il y a une entreprise, il y a une association qui a une activité, donc l'activité doit aussi contribuer à faire vivre l'association. Mais ça, je pense que Pauline aura des éléments peut-être sur le sujet. Sur la communication, il y a 6 commissions thématiques où chaque présidente et président de commission vous présente la situation, notamment de certaines actions. Tu as parlé des SAD, par exemple. Ça a dû être vu aussi en commission avec Christian Brault. Ensuite, il y a une commission des finances où vous avez des représentants. Vous avez 2 représentants de la commission des finances. Je vous incite à communiquer en intergroupe pour échanger sur les questions et en tout cas porter le message, parce que les dossiers, ils les reçoivent en amont de la commission et ensuite la commission est là pour discuter. Ensuite, évidemment, là, en session, bien entendu, qu'on peut échanger, discuter sur tous ces sujets, mais on ne fait pas le travail de commission en session. Sinon, oui, mais après, voilà, quand il y a du détail comme celui-ci, ça se voit en commission, tout le détail. Et vous avez tous 2 représentants par commission, y compris la commission des finances. Hélène, tu veux préciser quelque chose? Oui, juste une remarque. C'est effectivement en commission des finances, on a le PowerPoint, on n'a pas le détail. Le détail, il arrive avec les documents de session qui arrivent en général une semaine, un peu plus d'une semaine avant. Oui, j'arrive dans les temps. Il y a des annexes aussi, de nombreuses annexes qui arrivent dans les temps. Pauline, je ne sais pas si tu as... Oui.
Oui, je vais répondre. Alors sur le décalage financier, honnêtement, je vais vérifier parce que là, dans l'immédiat, je suis pas en capacité de répondre. En revanche, sur toutes les associations, les nombreuses structures que nous accompagnons, clairement, il y a un travail qui a été fait avec elles pour que elles aillent aussi chercher d'autres financements. Alors elles sont en grande difficulté, pas toutes. Je pense qu'elles ont aussi pris l'habitude d'être extrêmement bien financées par les fonds publics. Nous, on a un vrai problème et on l'évoque à chaque commission, c'est que c'est l'évaluation de toutes ces structures. On a aujourd'hui des critères d'évaluation qui sont très difficiles à appliquer parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, on a demandé au service de nous faire un point sur la capacité d'évaluation, la capacité que nous avons, nous, département, d'évaluer toutes ces structures avec des critères qui prennent en compte les spécificités de chacune des structures qui sont forcément pas les mêmes. Donc nous, on est effectivement sur aujourd'hui une politique qui est quand même un peu plus de vérification de toutes ces structures. Ce qu'on a pu constater cette année, très clairement et tout particulièrement sur le FSE, c'est que là où ces structures nous demandaient, alors au-delà de l'enveloppe qui est figée à 2 millions d'euros et avec des critères qui se sont élargis et donc d'autres structures qui sont rentrées dans la démarche, ce qu'on a quand même pu constater, c'est que là où on nous demandait une certaine somme, les structures ont tendance aujourd'hui à nous demander le double ou à doubler en tout cas la demande de FSE. Comme l'enveloppe n'augmente pas, effectivement, et ça pose un problème, sachant que logiquement et dans toute structure, on n'inscrit pas une somme tant qu'elle n'a pas été notifiée et que la plupart de ces structures, je ne sais pas comment fonctionnent leurs experts comptables, mais effectivement inscrivent des sommes qui aujourd'hui ont inscrit des sommes qui n'avaient pas été actées. Donc oui, il y a un vrai souci de gestion financière d'un certain nombre, pas toutes, parce qu'il y en a qui ne posent absolument pas de problème, mais il y a un vrai souci de gestion financière de ces structures. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, je crois, à la dernière commission permanente, elles ont été rencontrées. J'en ai personnellement, avec Sophie Pellatre, rencontré un certain nombre. Voilà. Donc toutes ne sont pas en difficulté, mais je pense que le gros travail à faire avec elles, c'est de stabiliser leur gestion financière des structures. Ce sont des entreprises, faut pas l'oublier. Donc, et l'argent public ne peut pas être le seul financeur de toutes ces structures. Oui, juste si je peux me permettre une petite précision, Madame Martin. Alors, en tant qu'entreprise, elles ont des règles, effectivement, d'autres règles que des associations pures et dures. Mais en matière de gestion financière associative, le budget, c'est la demande. C'est pas, contrairement à l'actualité, la notification n'arrive pas avant le budget. Le budget, c'est la demande de l'association. C'est pas forcément. Elle peut donc demander des compléments dont elle n'est pas encore notifiée. C'est la demande et les besoins qui sont exprimés dans un budget associatif. Alors, écoutez, moi je l'entends, mais simplement, forcément, la demande ne veut pas dire une réponse positive. Ben voilà, sauf qu'on vient nous le reprocher après. Elles ont le droit de faire la demande. Elles ont le droit de faire une demande de quelque chose qui n'est pas notifié. Mais après, on vient nous dire, je comprends pas, je l'ai noté sur mon budget, je dois récupérer. Ça, c'est autre chose. Ben voilà. Donc moi, ça me pose un problème. Elles peuvent le faire. Non, mais voilà. Après, évidemment, c'est trop facile. C'est-à-dire qu'on équilibre un budget avec une demande de subvention et on fait augmenter la subvention autant que la demande de subvention. Oui, mais justement, ce qu'on se tue à vous rappeler, c'est que justement, il y a une activité économique qui doit quelque part contribuer au fonctionnement de l'association. Sinon, voilà, s'il n'y a plus d'association, ça fonctionne différemment et ça s'appelle plus comme cela. Bien, mais en tout cas, sachez qu'on les rencontre régulièrement et que pour la plupart d'entre elles, il n'y a aucun souci. Christophe Bouquet. Oui, juste vraiment pour intervenir sur ces questions de choix des ajustements de crédit. Bon, c'est du pilotage qu'on fait effectivement en fonction aussi de ce qu'on observe en termes de données sur la réalisation et sur une projection qu'on fait sur les 2-3 mois qui restent là, au niveau de l'année. Que ça peut être sur des demandes d'allocataires, que ça peut être aussi sur la masse salariale sous l'ouverture de poste. C'est pas une remise en cause
des crédits qu'on a ouverts au début d'année, mais c'est effectivement du pilotage, de l'amélioration qui nous permet de dégager quelques crédits pour diminuer notamment un emprunt, pour améliorer notre autofinancement. Voilà. Donc il n'y a pas de remise en cause, en tout cas, sur les actions qui sont décidées au début de l'année budgétaire. Voilà, très bien, merci pour ces précisions. Et effectivement, notre guide, c'est le budget qui est adopté en début d'année, puis ensuite, évidemment, on ajuste avec les DM. D'autres questions, d'autres remarques? Non, je vais proposer de voter sur cette décision modificative. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, oui, bon, compte. Vous avez les pouvoirs, j'imagine? Oui. Voilà, donc c'est l'ensemble du groupe, donc de la minorité, avec les 3 groupes de la minorité. Bien, merci, merci à vous toutes et tous. Donc, cette décision est adoptée à la majorité. Merci à vous. Alors, c'est vrai j'aurais pu décaler encore l'horaire de la reprise, puisque nous arrivons au terme de cette session. Vous dire que la prochaine session aura lieu le 14 et le 15 décembre. Moi, je tiens à remercier tous les services départementaux pour leur travail au quotidien et nous préparer tous ces rapports. Voilà. Et le 14 et 15, donc, il y aura quelques changements dans l'exécutif départemental, puisque, vous le savez, Pauline Martin n'est plus première vice-présidente. Demain. Eh ben, demain, voilà. Elle va encore sortir son mouchoir. Non, on va pas lui faire. Mais c'est vrai, je comprends l'émotion qui peut être la sienne, celle qu'a connue Hugues Saury certainement en 2015, celle que j'ai connue en 2017 en laissant la commune de côté. Et puis là, aujourd'hui, est-ce que tu laisses la commune et la communauté de communes de côté, comme Christophe Chailloux, qui a laissé le département de côté pour garder son mandat municipal. Donc nous accueillerons Vincent Devailly. Donc nous accueillerons, alors dès que possible, peut-être qu'il participera aux commissions intérieures. Je me tourne vers Rosa et c'est fait. Voilà, donc il sera invité, oui, aux commissions intérieures. Et donc il sera à la session. Par contre, il n'intégrera pas de facto la commission permanente, puisqu'il faut revoter sur une commission permanente pour pouvoir le faire entrer, sachant que vous avez peut-être l'intention de modifier les membres de cette commission permanente d'ici le mois de décembre. Voilà, merci à vous toutes et tous. Je vous rappelle donc le déjeuner dans 1 heure pratiquement, ou un peu moins d'1 heure si vous le voulez, rue de la Bretonnerie. Je pense que les repas ont été commandés, donc tous ceux qui sont inscrits, je vous remercie vraiment de venir déjeuner. Et puis je vous dis donc dans cette configuration au 14 décembre. Merci à vous.